amélioré par une autre approche. On peut l'ajuster Donc, je vais d'abord vous donner les postulats. Ensuite, vous parlez donc des tricks que dans une lecture des liens, des relations, des approches qui ont contribué à une lecture de la sphère dynamique. Et enfin, moi, je vous parlerai, et enfin, pour voir un petit peu je parlerai des différents types de maturité et comment les retrouver des critères chez les individus ou dans les systèmes, en tout cas évaluer ou faire des hypothèses sur les. Donc, face au postulat. Alors, je vais être dans le dépêche-toi. Le premier postulat, c'est que l'homme est un système complexe. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'écouter. Un petit peu. J'essaie de faire les deux. Donc, l'homme est un système complexe énergétique, informé, je pense que le mot informé est important. Nous évoluons que à travers des informations libres. Donc, j'ai pris cette présentation, c'est-à-dire que les multiples couches, et on n'est pas. Donc, il fait lui-même partie de systèmes plus grands et qui sont aussi complexes que lui-même. Donc, ça, c'est le système le plus grand auquel on a accès. Il me semble des systèmes encore plus grands. Et enfin, comme consistant, l'homme est une certaine vibration de la nature. Ça, c'est le postulat. Le deuxième postulat, c'est que l'évolution de l'homme, c'est le résultat. Et il élabore en permanence sa nature et la culture, entre le hasard, entre les dynamiques inconscientes et les dynamiques conscientes qui sont à la base. Il y a des choses qui ne sont pas claires par rapport on est ému par des dynamiques. Par des informations qui nous s'il n'est pas là, il peut se présenter. Donc, son évolution, c'est le fruit des réponses qu'il va apporter aux besoins qu'il a de s'adapter au changement que lui impose son métier. Développer des. Je trouve que cette représentation en tant que telle, oui, c'est parlant, l'homme est comme un carrosse ou une calèche tiré par des chevaux, conduit par un cocher, avec un passager à l'intérieur, et puis il y a s'adapter à la condition. Et il y a des chiens qui aboient. Symboliquement, le carrosse, c'est le corps, les chevaux, ce sont les émotions, le cocher, c'est le mental, et le passager, c'est l'être que nous sommes. Et les chiens sont plutôt représentés. C'est une symbolique de, en fait, toutes les influences extérieures.
cet ensemble-là va devoir répondre à différents instants, c'est-à-dire ses besoins biologiques, ses besoins psychologiques, ses besoins économiques. Je crois que c'est le micro sur ta veste. Ah. Bon. Voilà, donc, allez, il va falloir recommencer. Voilà, merci. Donc, il faut recommencer vraiment? Bon. D'accord. On va essayer de mettre ça. Voilà. Bon, ça va? Ouais. Si j'avais voulu faire mieux, j'aurais pas pu. Merci. Donc, ses besoins économiques, ses besoins sociaux et ses besoins spirituels. Donc, en fait, dans sa combinaison, il va chercher à répondre à tous ses besoins à des stades différents de son évolution. Donc, si je reviens au prisme que j'ai choisi, donc les liens et la relation, bon, il me semble que quand on parle d'évolution, on sélectionne des critères bien spécifiques. On n'évolue pas dans tous les domaines de notre existence, en même temps en tout cas. Donc on va sélectionner en tout cas ce qui permet le lien. Donc voilà, ça c'est une image d'évolution, ou celle-là, comme on veut. Ce sont des sélections. Mais mon travail, ça a été, en tout cas pour cet atelier, ça a été de partir à partir de la question de Graves. Qu'est-ce que pour vous la maturité? Donc c'est ça qui m'a amené à réfléchir ce que je pouvais vous proposer comme bêtise à l'occasion de cette rencontre. Voilà, donc je postule, ou cette approche postule, que l'individu et son environnement sont ceux qui permettent de définir les niveaux de maturité. C'est dans la relation à notre environnement, aux autres, qu'on élabore notre maturité. Et donc, un certain nombre de critères aident à identifier, selon moi en tout cas, ce niveau de maturité, que ce soit autant affectif, que de pensée, que de conscience. Aussi bien pour les individus que dans les systèmes. Ça va, je vais pas trop vite, mais dépêche-toi. Il n'y a pas de féminin, là, il n'y a que du masculin. Donc l'évolution de l'homme correspond à la conscience qu'il a et qu'il développe à travers ses liens et ses relations aux autres hommes, aux animaux, à la nature, à l'inconnu et à plus grand. Donc c'est dans ces relations-là multiples que va s'élaborer ces différentes maturités. Donc comment on identifie ces liens et ces relations? Parce que je suis parti. Voilà. Donc puisque nous sommes des hommes en permanence, hommes et femmes, hein, c'est avec un grand H, en mouvement pour nous adapter au changement, ben, il faut se rappeler qu'on est un système complexe dans un autre système encore plus complexe. Ça fait comme ça. Voilà. Qu'on est informé, formé et souvent déformé entre une objectivité et une subjectivité qui nous est propre. Et pourtant, il va falloir s'adapter avec ces deux instances pour permettre cette évolution, en tout cas selon la spirale dynamique, enfin de la perception que j'en ai. Voilà, et donc du coup, cette réalisation va devoir s'opérer entre deux besoins fondamentaux. L'un, c'est de nous individuer, c'est-à-dire de pouvoir se réaliser en tant qu'être humain singulier, et d'un autre côté, dans le collectif, c'est-à-dire dans notre interdépendance à notre environnement. Et pour ça, donc, j'utilise dans cette approche le concept de scénario, qui est emprunté à l'analyse transactionnelle, qui est en fait la façon dont on apprend à s'adapter aux autres, à notre environnement, avec des mécanismes qui sont propres en tout cas
selon l'analyse transactionnelle, de comment on va s'organiser plutôt de telle ou telle façon pour s'adapter à cet environnement. Ce qui va donner les types de personnalités. Alors, les types de personnalités, qu'on les apprenne avec le process-com, la psychosocionomie, avec la psychanalyse, ou l'énéagramme, ou les profils sociaux, ou même l'astrologie, même si on a eu un débat comme ça. En fait, c'est une façon pour nous de repérer certains critères pour s'adapter à notre environnement. Donc voilà, ça c'est le process-com, même si je crois que ça a changé, mais en tout cas, ceux de TBKLR, c'était ceux-là. Voilà, et donc tout ça va se jouer dans les relations que l'on a aux autres, en tout cas aux individus, particulièrement avec ce triangle que vous connaissez sans doute tous ou la plupart, qui est ce fameux triangle de Karpman, qui est la 5e étape de la relation, si vous avez appris ça, et qui va se jouer de façon inconsciente pour nous permettre cette évolution. On va en permanence rentrer dans des systèmes relationnels à travers ce triangle, et notre évolution doit nous permettre en tout cas de pouvoir en sortir de plus en plus rapidement. Jusque-là, tout va bien? Alors, l'évolution de l'homme est le résultat donc des informations qu'il élabore à travers ces médiums, ce que j'appelle les médiums, c'est-à-dire l'intuition et la raison. Hein, on n'élabore pas ça que dans un seul canal. Mais pour ça, on a des portes à la fois avec lesquelles on va communiquer vers l'extérieur et aussi recevoir des informations vers l'intérieur, qui sont la pensée, les émotions, les ressentis et les comportements. Tout ceci, ça va nous donner des informations sur le niveau relationnel et des liens que la personne a avec son entourage. Et enfin, on a des langages. On a les langages qui sont extérieurs, c'est-à-dire pour communiquer. On a le verbal, le non-verbal et le paraverbal. Et le langage intérieur, c'est-à-dire comment on se parle à nous-mêmes. Bon, ça, a été développé par Lacan, c'est-à-dire il y a le langage du réel. Pardon. Le réel, en fait, c'est notre ressenti. C'est le premier langage que toute personne a pour percevoir l'extérieur. Le langage de l'imaginaire, c'est-à-dire ce ressenti, comment on l'élabore en images, avant que ça se devienne des pensées, pour enfin le symboliser, c'est-à-dire le mettre en mots, pour pouvoir l'exprimer vers l'extérieur. Donc la maturité des individus suit un cycle que vous connaissez et qui se reproduit dans tous les domaines. Alors là, le premier, c'est le cycle de l'autonomie que peut-être vous connaissez, qui va donc de l'enfance à l'âge adulte, mais qu'on va retrouver aussi à tous les niveaux, que ce soit dans nos apprentissages quand on va à l'école, quand on a à la fac, dans le travail, quand on chope un nouveau travail. On va être d'abord dans la dépendance, c'est-à-dire qu'on a besoin que les autres nous nourrissent, nous donnent des informations, parce que de nous-mêmes, à moins qu'on soit un génie, c'est possible, mais en tout cas, je n'en ai pas eu dans mon entourage pour le vérifier. Et ensuite, on va commencer à sélectionner les informations, celles qui nous conviennent, celles avec lesquelles on est d'accord, celles qui ne nous conviennent pas. C'est ce qu'on appelle la phase de contre-dépendance, ou dans la dynamique de l'enfance, c'est la partie préadolescence, cette phase qui va commencer aux alentours des 2 ans jusqu'à 14 ans, où l'individu se construit par opposition. On va s'opposer à l'autre pour pouvoir voir quelle est la part d'ajustement nécessaire ou de juste pour nous. Bon, on dit que c'est à partir du moment où l'enfant dit non, hein, ce fameux mot magique, qu'on commence à se différencier pour pouvoir développer notre propre identité. Donc c'est la première phase de l'identité. Et puis ensuite, on va passer à l'étape d'adolescence, qui est celle de l'indépendance, hein, c'est-à-dire qu'on sait faire des tas de choses, on n'a pas vraiment besoin encore de tout ce que nos parents nous apportaient, et en même temps, on n'est pas totalement autonome pour réaliser ce que l'on fait à chaque fois qu'on est dans des régressions. Et enfin,
l'autonomie, qui est l'interdépendance, c'est-à-dire là, on est devenu suffisamment mature pour pouvoir s'assumer soi-même. Je dirais, bon, je reviendrai après plus tard sur les niveaux de la spirale. Donc, cette information de ces étapes-là nous donne aussi des indications sur le positionnement des individus selon leur étape de maturité. S'ils sont plutôt dépendants, ils seront plutôt dans une position moins plus. Vous connaissez le diagramme de Lokenes, donc je ne vais pas revenir. Voilà, s'ils sont contre-dépendants, ils seront plutôt dans un moins plus ou plus moins, ça dépend de à quel sujet ça fait référence. Dans l'indépendance, on est plutôt dans le plus-moins, c'est-à-dire on sait mieux que les autres. Et lorsqu'on arrive à l'autonomie, ben, on est quand même dans cette altérité. Donc l'autre et moi, on peut s'apporter des choses mutuellement qui vont nous faire évoluer. Voilà, donc on retrouve ces 4 étapes de développement. Et c'est selon ces étapes de développement que l'on va donner du sens aux choses dans la vie. C'est pour ça que peut-être on aura le temps de voir que selon les niveaux de maturité, ben les mots que l'on emploie n'ont pas du tout le même sens. On verra sur les valeurs, je vous en parlerai. Le quoi? Ici? C'est les 4 étapes, c'est la dépendance contre dépendance et au centre, le sens. Et donc, voilà. En tout cas, selon le postulat, c'est que tout ça, ça évolue à fur et à mesure selon les couleurs. Et avec ce postulat supplémentaire, c'est que dans une couleur, il n'y a pas que un même si les valeurs sont à peu près les mêmes, il y a quand même des différences de maturité dans chacune des couleurs. Alors pour édifier ces différentes maturités, enfin ce concept permet de décrypter les dynamiques internes et externes de la personne, les besoins qui sont à satisfaire. Ce matin, je crois que j'ai pris la parole pour dire que si quand même les régressions c'était en fonction des besoins, si les besoins ne sont pas satisfaits, ben, évoluer devient difficile. Ça nous permet d'avoir une représentation de ou des valeurs que la personne énonce. Hein, je vais te prendre un exemple. Par exemple, lorsque quelqu'un nous parle de liberté, s'il est dans la dépendance, la liberté, c'est de pouvoir faire ce qu'il veut. Donc c'est ça le sens du mot qu'il emploie. S'il est dans la contre-dépendance, la liberté, c'est qu'on fasse comme il veut. Donc s'il est dans l'indépendance, la liberté, c'est d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Et s'il est dans l'interdépendance, la liberté, c'est de pouvoir être qui il est. Donc la représentation du même mot va changer selon les types de maturité. Voilà, donc ça nous permet de voir les mécanismes de défense, c'est-à-dire à quel moment les personnes et pourquoi ils vont régresser, les angoisses que ça entraîne selon la maturité et les comportements adaptatifs pour y répondre. Voilà, avec ce présupposé quand même qui est essentiel, c'est que ce sont les crises, les conflits et les remises en question qui permettent cette évolution et ce développement de notre conscience et de nos maturités. Je vais être trop vite avec beaucoup d'informations. Voilà. Voilà, donc, les autres présupposés, c'est que l'évolution des individus comme des systèmes, c'est le résultat des dynamiques complexes de ces liens et de ces relations qui vont qui sont pas réguliers, donc c'est entre régression et progression en permanence, et c'est cette dynamique-là qui va leur permettre de prendre conscience d'eux-mêmes et de leur environnement, et donc de les amener à un moment donné dans l'interdépendance au vivant. Et donc la maturité de pensée affective, de conscience, sont donc les fruits du dépassement et de renoncement. C'est pas, ça s'accumule pas, c'est-à-dire à chaque fois il faut dépasser un stade ou renoncer à des croyances, à des certitudes, à des tas de choses comme ça pour que on puisse évoluer. C'est pas, on rajoute pas des pierres, mais à un moment donné, il faut élaguer ce qu'en PNL ils appellent les croyances limitantes, par exemple.
Voilà. Et enfin, l'autonomie, c'est le résultat d'un processus, hein. Si on accepte que l'autonomie, c'est l'interdépendance, c'est un processus qui nous permet de sortir de la culpabilité pour prendre notre responsabilité pleine et entière. Ce que Jung appelle l'individuation. Je peux tourner? Voilà, donc ce sont donc les différentes visions et maturités qui permettent à la fois la singularité de l'individu et la complexité de l'être humain. Parce qu'il n'y a pas deux personnes qui ont la même vision de l'existence. Donc, il me semble que plus on monte dans les couleurs de la spirale, plus on est apte, en tout cas dans l'idéal, on est apte à accueillir les différences. Donc, pour vous dire juste les approches qui ont contribué à ce concept, voilà, et donc il y a le premier cercle central, vous avez compris, c'est le concept de Simon, l'analyse transactionnelle, des phases de l'autonomie. Le deuxième cercle que vous voyez, c'est celui apporté par l'approche de la biodynamique, qui nous dit un petit peu comment vivent les personnes en fonction de leurs étapes. Donc vous avez fusion, autonomie, je vais vous en parler un peu plus loin, mais là je vous donne juste les concepts. Le cercle vert, ce sont les 4 étapes de l'évolution selon la psychanalyse. Hein, comment? Ah, il est blanc, mais il est vert pâle ici. Il est vert pâle là-bas aussi. Voilà, donc, et puis donc le quatrième, c'est un concept emprunté à une autre transactionnaliste qui s'appelle Pamela Lewin, qui a développé le cycle de l'identité. Donc, j'ai pris les 3 premiers et j'ai mis dans le quatrième, les autres niveaux. Et enfin, bon, le dernier, celui que vous ne connaissez pas, pour laquelle on est tous présents ici. Et donc, j'ai mis aussi la psychosocionomie qui a été développée par Georges Escribano, parce que bon, ça m'accompagne toujours dans la vision des individus et des systèmes. Maintenant, si on vient à une lecture de la spirale à l'aide de ce concept, donc je vais la prendre phase par phase, hein, la première phase qui est beige-violette. Donc on peut, ouais, voilà. Ce que l'on observe dans cette phase-là, c'est que les personnes, à ce niveau-là, si elles ne sont pas accompagnées, elles se vivent extrêmement seules et en difficulté. Et pour moi, en tout cas, cette étape-là, c'est la recherche de satisfaire les 3 premiers niveaux de la pyramide de Maslow. C'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin de satisfaire nos besoins primaires, mais il y a aussi un besoin d'appartenance. Pourquoi? Parce que finalement, lorsqu'un être humain arrive, il n'arrive pas comme ça par hasard dans le monde, il arrive dans un système familial. Et donc, s'il n'y a pas ce système familial ou ce premier système d'appartenance, sa survie est drôlement compromise. Donc, il va y avoir des systèmes de substitution. Et bon, il y a eu des expériences que si le système de substitution ne lui apporte pas satisfaction de ses besoins, ben, il en meurt. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, une des angoisses, on va voir, c'est quand même l'angoisse d'abandon et de rejet, qui sont deux angoisses qui vont nous renvoyer à cette représentation qu'on pourrait mourir si l'autre n'est pas là pour nous soutenir. Au niveau de la pensée, la représentation est souvent morcelée, c'est-à-dire on n'arrive pas à faire des liens entre les différents éléments, et au mieux clivée, binaire, c'est-à-dire où c'est blanc ou c'est noir, mais on ne peut pas arriver à se représenter quelque chose à ce niveau-là. On parle bien, c'est dans l'absolu, hein. Heureusement il n'y a personne qui est totalement dans ce domaine-là, mais ça correspond à la première étape selon la psychanalyse,
du développement de l'enfant et de ses maturités, c'est-à-dire les 3 angoisses spécifiques que l'on va traverser en fonction des âges. Et en fait, pour la conscience, donc c'est plutôt une vision très confuse, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas vraiment à voir pourquoi je ressens ça ou je ressens pas ça. Pourquoi? Parce que on l'a vu là dans cette étape-là, il y a un besoin de fusion, c'est-à-dire pendant cette étape-là, notre recherche, c'est absolument de ne pas se différencier. Se différencier, c'est source d'angoisse. Donc c'est pour ça qu'on va chercher à être dans des systèmes que l'on connaît bien. Lorsque l'on voit par exemple cette régression au niveau des sociales, hein, par exemple, on voit qu'il y a, j'ai oublié le nom là, lorsque des communautés qui se forment avec un seul modèle de vie pour se sécuriser, hein, c'est qu'il y a ces angoisses-là qui sont à l'œuvre. Hein, ils ne peuvent pas accueillir des choses nouvelles parce qu'ils ne peuvent pas non plus les élaborer. Alors quand je dis ça, vraiment c'est pas pour juger de bien ou mal, hein, j'espère que c'est entendable. Et donc, comme elle est auto-confuse, elle est aussi auto-centrée. C'est-à-dire que notre vision du monde, c'est ce que l'on a à l'intérieur et il n'y en a pas d'autres qui existent. Donc, ça devient difficile dans les dialogues puisqu'on va projeter sur l'autre, on va penser qu'il pense exactement comme moi. Et ce qu'on va voir, les difficultés de communication qui peuvent émerger. Donc, le premier cercle nous dit que donc ça informe qu'on soit beige ou violet. Beige, c'est plutôt, on parle de l'individu, violet, de l'individu dans le groupe. Hein, mais on va retrouver les mêmes systèmes, même si dans un système violet, il y en a 2, comme les parents, qui vont être un peu plus, je dirais, matures que les autres. Et puis, exactement comme dans une famille, ben, le grand frère est censé, en tout cas, être plus mature que le frère suivant ou que la petite sœur. Mais c'est juste des sélections, je dirais, au niveau de l'évolution. Lorsqu'on est dans la dépendance, ça donne une information que la personne, dans sa position de vie, elle se vit en position moins plus. C'est-à-dire que sans l'autre, elle a l'impression de ne pas exister. Mais comme les positions de vie doivent se compenser pour un équilibre, alors elle va se raconter une histoire que, comme elle est très importante, comment ça se fait que l'autre ne lui donne pas sa place, comment ça se fait que l'autre ne prête pas attention à elle, etc. Et donc ça va créer des conflits et des angoisses internes qui sont un peu la majorité, par exemple, des personnes qui viennent me voir en thérapie. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on voudrait que l'extérieur change plutôt que on n'a pas les capacités pour voir ce qu'on peut changer. Donc le deuxième niveau nous dit que la vision est fusionnelle, comme le bébé est en fusion avec sa mère, c'est-à-dire il ne se différencie pas. Ben là, dans la relation, tu as dit que ça ne te plaisait pas, que tu t'en allais. D'accord. Donc la vision est fusionnelle dans la relation, parce que se différencier est difficile. C'est source d'angoisse et de conflit. Donc on va s'adapter pour pouvoir vivre le plus confortablement possible dans le système. Peut-être que tu l'as dit, mais le D, Dépendance. Dépendance. Pardon, des fois j'ai l'impression que tout est évident. Oui, oui, c'est ça. Non, non, je vous le donne, je fais ce que ça intéresse. Mon objectif, c'est de partager ce que j'ai déduit plus ou moins bien de mes apprentissages. Voilà, la troisième étape, donc, c'est la psychanalyse qui nous dit, voilà, c'est le stade oral. Pourquoi stade oral? Parce que c'est le stade où on a besoin d'être nourri comme l'enfant est nourri par le sein de sa mère ou par le biberon. Donc, on a besoin d'avoir, quand on est dépendant, des informations qui viennent nous remplir.
Hein. Il y a des personnes, vous devez entendre, ben, je ne me sens pas nourri. Ils vont dans une réunion, ils ne se sentent pas nourris, c'est-à-dire qu'ils attendent de se remplir d'informations, parce que c'est ces informations-là qui vont permettre que quelque chose s'élabore. Le quatrième nous invite, nous dit que le moteur de cette mécanique, c'est d'assurer son existence et sa survie. Hein, ça correspond bien au stade belge qu'on nous parle dans la spirale dynamique. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin, lorsqu'on est à cette étape-là de notre développement, d'avoir les premiers besoins qui soient satisfaits. Et enfin, donc, au niveau de Beige, on retrouve bien, les besoins sont de répondre à la sécurité primaire qui est gérée par le cerveau reptilien, donc c'est bien de ça qu'il s'agit. Et au niveau collectif, la vision est clanique, hein, comme une famille élargie. Je suis assez clair dans les temps, hein, jusque-là. Donc si on passe à la deuxième étape de développement, hein, on va retrouver donc cette deuxième étape avec les mêmes cercles. Et c'est quand même l'étape où on essaye de devenir le héros, au moins de notre histoire. Hein, c'est pour ça que j'ai pris ce petit... C'est la période où on va chercher le pouvoir sur nous-mêmes et sur les autres. Donc, lorsqu'on arrive à ce stade-là, les maturités sont conditionnées par des angoisses qui traduisent pour l'affectivité une tentative d'échapper à la honte. La honte, c'est important de l'entendre comme auto-jugement. Hein, la différence entre la honte et la timidité. La timidité, c'est la crainte d'être jugé. La honte, c'est la certitude que tout le monde nous juge ou que tout le monde sait ce qui va pas en nous. Au niveau de la pensée, là, elle est clivée, c'est moi ou l'autre. Ça peut pas être moi et l'autre, c'est moi ou l'autre. Donc si l'autre est bien, moi je suis pas bien, si je suis bien, l'autre n'est pas bien. C'est un stade où se développe, en pathologie particulièrement, les étapes de paranoïa ou les étapes de psychopathie. Et au niveau de la conscience, ben, la dynamique est auto-centrée, c'est-à-dire, et il y a un début d'égocentré, c'est-à-dire auto-centré, c'est-à-dire c'est ce que moi je veux. C'est pas ou tel que je voudrais que ça soit. Hein, c'est pas, j'accepte pas comme se trouve la situation. Pour moi, l'autocentré, c'est un peu le monde que j'aimerais vivre, et l'égocentrisme, c'est le monde tel que je le veux. Donc il va y avoir alternance entre ces deux visions ou ces deux consciences. Donc, cette étape s'appelle la contre-dépendance, c'est-à-dire je suis contre et en même temps je suis totalement dépendant. Et comme je l'ai dit un petit peu avant, c'est l'étape où on va s'opposer pour pouvoir apprendre à s'affirmer et développer son identité. C'est pour ça que c'est la première phase du développement du moi. Et donc les positions de vie, si ça va dans mon sens, je suis dans le plus-moins. Si ça va pas dans mon sens, comme moi je peux pas faire, ben l'autre il me sert à rien, donc je suis dans un état moins ou dépressif. Le besoin, ce qui nous pousse à cette opposition, c'est un besoin d'autonomie. C'est-à-dire que c'est un besoin fondamental qui va nous pousser au niveau de l'existence à vouloir se différencier pour s'autonomiser. Mais à ce stade-là, on n'est pas encore suffisamment autonome. C'est pour ça que probablement on va avoir besoin d'un système qui nous cadre bien, parce que sinon on va rentrer dans la toute-puissance. La toute-puissance, c'est pas la puissance, hein. On est bien d'accord. Mais c'est un côté imaginaire qui n'est pas toujours très aidant pour l'entourage. La psychanalyse nous dit que c'est le stade anal. Qu'est-ce que elle entend par le stade anal? C'est que le stade anal, c'est la phase où l'enfant découvre qu'il a un pouvoir sur l'extérieur. Et son pouvoir va passer par sa possibilité de déféquer ou de ne pas déféquer.
Donc, c'est là où il commence à contrôler ses sphincters. Avant ça, il ne le faisait pas. Alors, bien sûr, après, dans la dynamique de tous les jours, c'est pas une question de déféquer ou pas. La personne va être dans la rétention. Si je veux avoir du pouvoir, je vais être dans la rétention. Où je vais lâcher tout un tas de flots d'informations que personne n'arrive forcément à intégrer. Je vais être ou dans le trop d'un côté, ou dans le pas assez. Les psychanalystes disent que quand c'est dans le trop, que l'enfant a de l'écoprésie, c'est pour satisfaire sa mère. Je vous laisse prendre ou pas le prendre. En tout cas, voilà, c'est cette première dynamique que l'enfant va découvrir qu'il a un pouvoir sur l'extérieur. Et c'est ça qui va être le début de sa différenciation. Au niveau des apprentissages, à cette étape-là, il faut absolument faire. Si on ne fait pas, on ne comprend pas. C'est l'étape où on va commencer par mettre les doigts dans la prise, mais aussi on va commencer à faire de plus en plus de conneries pour vérifier si les règles à la maison sont bonnes ou dans le social, peu importe. Et c'est pour ça que si les angoisses augmentent, ça va aller vers de la violence. Quand on est dans des systèmes très violents, on sait que les personnes sont à cette étape-là de leur maturité, au moins affective. Et même, ben, c'est rouge, mais dans le bleu, il y a du rouge, seulement c'est contenu par le système. Et si le système ne contient plus, ben, ça s'exprime à l'extérieur. Il me semble, c'est qu'une hypothèse que je ferais, qu'aujourd'hui, comme le système ou les lois ne contiennent plus les individus qui sont dans des angoisses fortes et qui manifestent de la violence, ben, du coup, même dans les systèmes, ça commence à devenir violent. Le système a perdu de la cohérence ou de la congruence, il me semble. Mais je ne sais plus dans quel atelier on parlait ce matin que forcément, dans le jaune, on remet du bleu. Tu étais aussi, je crois. Alors, on remet du bleu parce que du coup, on va donner du sens. C'est pas parce que j'en ai peur, mais c'est parce que je donne du sens que je vais remettre de la règle. Oh, voilà, Smart Book. Voilà. C'est ça, c'est Julien qui disait que c'était Smart. Voilà, donc le rouge, c'est de l'expression de pouvoir. Hein. Comme le stade anal, c'est l'expression de pouvoir. Là aussi, c'est une recherche de pouvoir. Et si je ne l'ai pas, et que l'extérieur est suffisamment cadrant, alors je vais me soumettre. Et il faut que vraiment ça soit cohérent et cadrant pour que je puisse me soumettre. Sinon, je vais chercher, comme l'enfant, par tout moyen de prouver que je suis le héros de ma vie. Et donc, en bleu, ça va nous donner un système pyramidal ou aristocratique, c'est-à-dire avec ses avantages, c'est-à-dire que tout est bien cadré, on sait qui est le boss et qui est celui qui doit faire ça, mais avec l'inconvénient que comme il y a des angoisses, rappelez-vous qu'il y a la honte, hein, c'est-à-dire cette peur du jugement, ben, du coup ça sclérose, et même si je travaille avec mon collègue, je vais pas je vais pas lui donner un coup de main parce que j'ai trop peur d'avoir des reproches. Donc les systèmes se sclérosent par cette dynamique d'angoisse qui est la honte. La blessure d'humiliation. Blessure d'humiliation, ouais. Ah, voilà. Oui, puisque l'humiliation, c'est dès que je commence à m'affirmer, il y a quelqu'un qui vient frapper dans cette dynamique où j'élabore mon identité, et là je vais me sentir humilié. C'est parce que il me semble, enfin peut-être que je me trompe, quand l'identité est suffisamment bien stable, on n'est plus humilié. On va être en colère, on va trouver des stratégies, je ne sais pas, diverses et variées, mais on va plus se sentir humilié. Parce que l'humiliation, c'est un regard sur soi-même. Bien sûr, c'est ça. C'est ce qu'on dit. S'il y a pas si les règles sont incohérentes ou incongruentes et qu'elles ne sont pas maintenues, l'enfant ne supporte plus la frustration. Si elles sont maintenues, et il va l'accepter, il va rentrer dans une acceptation de son niveau et puis il va évoluer. Mais si la toute-puissance émerge, à ce moment-là, il n'y a plus de frustration possible.
ce qu'on voit énormément maintenant chez les enfants, hein. C'est ce qu'ils appellent l'enfant roi, quoi. Ça vous va là? Donc si on veut voir un petit peu la troisième étape, ben, c'est le stade d'indépendance, hein, qu'on va élaborer ensemble. Et là, c'est la dynamique, l'identité étant beaucoup plus développée, c'est la phase du moi, moi, moi. Donc, on va être égocentré et on va commencer à s'affirmer avec ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien. Il y a les deux qui s'accompagnent en permanence et c'est que l'évolution au niveau de la maturité qui va permettre de faire en sorte que ça soit mieux ou que ça soit moins bien. Donc, à ce niveau-là, les maturités sont conditionnées par les angoisses qui se traduisent pour l'affectivité par un sentiment de castration. Qu'est-ce que c'est que le sentiment de castration? C'est le sentiment de ne pas être suffisamment à l'auteur, de ne pas être suffisamment bien, de ne pas tout savoir, de pas... En tout cas, c'est toujours cette peur du jugement qui va nous inhiber dans nos actions. Donc, le sentiment de castration, c'est-à-dire qu'on est coupé par nos propres jugements de notre puissance. Puissance étant différents pouvoirs. La puissance, elle m'appartient, le pouvoir, c'est l'autre qui me le donne ou c'est moi qui le donne à l'autre. Voilà. Pour la pensée, on passe à ce niveau-là, on accepte l'ambivalence, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du bien et du mal dans les différentes choses. Et aussi, on commence à concevoir la systémie, c'est-à-dire qu'on est en résonance avec l'extérieur. C'est pour ça que l'orange, il maîtrise bien ces deux aspects-là, à la fois l'ambivalence et la systémie. Ou l'adolescent, hein, peu importe. Ils savent bien, lorsqu'ils sont suffisamment sécures, de l'utiliser. Et donc, pour la conscience, c'est donc une vision égocentrée qui le permet de le développer. Et il y a un début d'altérité, c'est-à-dire que là, on commence en tant que, à ce niveau-là, à vraiment voir que c'est important de coopérer avec l'autre. Mais on n'est pas encore à ce stade-là. On est toujours dans un système de compétition. Le vert étant, je dirais, le groupe dans lequel s'élabore avec certaines règles l'orange. Si le vert a sa structure et accueille l'orange, tout fonctionne bien. Sinon, c'est un peu comme le rouge, il va prendre le pouvoir et faire ce qu'il veut. Et le vert, c'est le système démocratique, hein. Démocratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous égaux. Malheureusement, on le voit, on est tous égaux, mais certains plus que d'autres. Pourquoi? Donc, il va falloir apprendre, si on veut évoluer au niveau de nos maturités, à aller vers, au lieu de l'égalité, aller vers l'équité et la coopération. Et ça demande un peu plus de maturité. Sinon, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on va être dans une compétition consciente ou inconsciente. Donc, au niveau de l'indépendance, on est motivé par une position de vie plus-moins, c'est-à-dire qu'on va essayer de convaincre les autres que notre façon de voir, c'est la meilleure. Notre façon de faire, c'est la meilleure. C'est l'étape où l'adolescent commence à dire tous ces vieux-là, ce sont des cons, on va leur apprendre ce qu'est la vie. Donc, c'est cette dynamique-là. Et derrière, comme il n'y a pas encore la sécurité, donc ça les vulnérabilise si ça ne marche pas. Donc, si à l'intérieur, c'est pour se protéger d'une position moins plus. Donc, on va être tout le temps, pour ne pas être moins, il faut être plus. C'est clair dans ce que je dis? Voilà. Donc, le Gerda Boysen, elle nous dit que le besoin à ce niveau-là, quand on est indépendant, c'est un besoin d'identité de relation. C'est-à-dire que je vais m'affirmer dans la relation aux autres. Et mon identité va s'élaborer à fur et à mesure que dans mes relations, je suis de plus en plus aisé, je dirais, que j'arrive à lâcher un peu mes auto-jugements. Donc c'est ça qui permet l'émergence d'un moi solide.
d'une personnalité ou ce qu'on veut l'appeler. Et donc, la psychanalyse nous dit que c'est le stade phallique. Le stade phallique, c'est dans le stade de phallus, c'est-à-dire d'affirmation de puissance. Tout à l'heure, c'est toi qui disais à l'atelier précédent qu'il faut de la puissance, de la permission et de la protection. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le stade où on va chercher la puissance. Mais pour ça, il manque quand même à faire le travail du parent nourricier en termes d'analyse transactionnelle, qui est celle de la protection, et la fonction paternelle, non, et la permission. Permission, mission du père. C'est-à-dire, c'est de permettre l'enfant de se séparer de la mère. Et protection? C'est la mère. Oui, la mère est prête à se jeter sous un train pour... Voilà. Donc, oui. Oui, moi aussi. Voilà. Permission, ça veut dire permettre à l'enfant de se séparer, de s'autonomiser. Protection, c'est ce que la mère va apporter, c'est ça qui va le protéger de ses auto-jugements, mais rien qu'à, je dirais, instinctuellement, une mère est prête à se sacrifier pour protéger son enfant, ce qu'on trouve beaucoup moins chez un père. Parce que les fonctions... Alors, le père, en termes de masculin-féminin, tel que nous l'a présenté Jacques ce matin. Comment? C'est la fonction paternelle, voilà. Donc, et c'est à cette étape-là que, c'est à l'étape de l'adolescence ou à l'étape de ce stade orange qu'on est capable de concevoir de plus en plus et d'aller de plus en plus loin dans nos pensées. La fonction de pensée est survalorisée à ce stade-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affect, hein, puisqu'il va y en avoir, mais à ce stade-là, c'est la pensée qui va permettre de faire en permanence des projets, puisqu'on est sur une compétition projet, hein, de réalisation de soi, d'entreprise, enfin peu importe, de se réaliser. Donc la pensée va être le moteur de cette étape-là. Et donc au niveau orange, ben, on va voir que la dynamique orange est motivée par la réalisation et la compétition. À la fois on veut se réaliser, à la fois on veut prouver malgré tout qu'on est les meilleurs, pour des raisons diverses et variées. Et au niveau du groupe, on va être dans une dynamique verte, c'est-à-dire essayer, puisqu'on a à peu près tous des pensées suffisamment élaborées, ben on va essayer de se dire, pour calmer la bête, qu'on est tous égaux. Mais bon, être l'égal de l'autre, c'est pas quelque chose qui se pense, c'est quelque chose qui se ressent. Et ça, c'est pour ça qu'en parole, on peut dire tout ce qu'on veut, mais si on n'arrive pas à s'aligner, ben ça ne fonctionne pas, ça va avoir des dérives. Je sais pas si c'est bien, si c'est mal, mais en tout cas, c'est une dynamique que l'on repère dans l'évolution des personnes. Si vous voulez, après je vous donnerai, si on a le temps, un petit exemple d'un homme que j'accompagne. En quoi? L'être est dans le... L'être est dans le fond, mais la première chose qui nous préoccupe, c'est d'exister, c'est de ne pas mourir. Et oui, ben, être, c'est avec un E majuscule, c'est-à-dire pouvoir être qui je suis, avec tous mes failles et tous mes talents. Dans ce sens-là que... C'est être au sens d'individu. Individu. Voilà, donc quand on arrive à ce stade donc jaune turquoise, ben, l'objectif c'est la coopération. Il me semble que pourquoi on se retrouve ici, c'est un peu cette dynamique-là.
Alors, même si on a des personnalités différentes, même si on a des maturités différentes, en tout cas, l'intention, c'est la coopération. Alors, à ce stade-là, je ne sais plus si c'est toi qui en as parlé ce matin, ou que j'ai entendu, euh, lorsqu'on arrive à ce stade-là, c'est pas qu'on n'a plus d'angoisse. Les angoisses sont toujours là, mais on va apprendre à les accueillir. Oui, c'était dans le groupe on était. À les accueillir et à les gérer et aller dedans pour en faire quelque chose plutôt que de vouloir les éviter comme au stade précédent. Ah oui, les jugements faisant partie des angoisses, il y a Christophe André qui dit qu'il y a une quatrième angoisse, il appelle ça l'angoisse sociale. Donc c'est les angoisses et jugements. Donc on va arriver à ce stade-là, donc c'est ce qui va donner au niveau de ce stade d'autonomie qu'on appelle l'interdépendance, avec une position de vie que vous connaissez, puisque dans les entreprises et ailleurs, on en parle souvent, la position gagnant-gagnant, et on voit très souvent qu'elle n'est pas forcément présente. Elle est dite dans les structures, mais que ce soit gagnant-gagnant, il me semble qu'il y a des systèmes comme celui de Zobrist ou d'autres qui l'ont mis en place, mais ils sont quand même peu nombreux. Voilà, il me semble, je ne suis pas très spécialisé, mais dans ce que j'ai pu constater. Ici, on voit qu'à ce stade-là, le besoin qui nous motive, c'est un besoin de se dépasser, ou le besoin de la transcendance, de se transcender. Parce que c'est à travers cette transcendance qu'on arrive à donner du sens à notre existence. Alors ça peut être un sens ponctuel ou un sens spirituel ou un sens de vie, peu importe. Mais on a besoin de se dépasser en permanence. C'est-à-dire, dans les stades précédents, on était en compétition avec les autres. À ce stade-là, s'il y a une compétition, c'est avec soi-même, c'est-à-dire ce besoin de se dépasser. Dans ce qui va donner en psychanalyse le stade génital, c'est-à-dire le stade où on est capable de devenir procréateur. Alors, pour le biologique, ça va donner naissance à un enfant, mais dans la coopération, on devient procréateur de nouveau. On va commencer à élaborer des postulats, des hypothèses, des visions, et ça va donner naissance à des nouveaux paradigmes. Au niveau donc du stade qui nous motive, c'est de pouvoir être comme on est. Pour être comme on est, il faut accepter qu'on est vulnérable, il faut accepter qu'on n'est pas parfait, il faut accepter que l'autre, c'est des choses qu'il peut m'apporter, que moi aussi, il faut que j'accepte que je lui apporte des choses, même si je ne sais pas qu'est-ce que je lui apporte. On va être dans une dynamique systémique de cette résonance entre moi et l'autre. Au niveau de la dynamique jaune, c'est cette étape-là où on peut dire qu'on a acquis, en principe, une estime suffisamment bonne de soi, c'est-à-dire qu'on ne s'auto-juge plus. L'estime de soi étant le fait de ne plus se juger, mais de s'accepter comme on est, et de la confiance en soi, parce qu'en expérimentant, plus on fait, plus on a confiance. Si on ne fait pas, on n'a pas confiance. Donc ces deux dynamiques-là vont pouvoir... Merci d'être venu, j'ai commencé à être angoissé. on va développer ça de la même façon. Alors qu'en Orange, on fait par exemple beaucoup de travail de développement personnel sur l'estime de soi ou la confiance en soi. Mais comme on n'a pas cette vision que c'est en fait de l'auto-jugement, l'estime de soi, alors on sort de notre stage, on est regonflé à mort, et puis 10 jours après, notre compagne ou notre compagnon nous dit qu'on est des sales cons, et hop, tout ça, ça rechute, et puis on va la remonter. Ou nos enfants nous disent qu'on n'est pas des bons parents, et puis hop, ça rebascule. Et donc ça va donner au niveau de l'organisation sociale, collective, ce qui s'appelle en spirale la sociocratie ou l'holocratie, ou il y a peut-être d'autres noms. En tout cas, quelque chose où on peut tous coopérer pour, non content notre bien, mais pour le bien du collectif.
ce qui n'est pas forcément le cas en démocratie. C'est censé l'être, mais ça n'est pas le cas. Voilà. C'est mon point de vue, bien sûr. Alors, j'ai combien de temps là? Parce que. Encore une demi-heure, d'accord. Alors, les types de maturité. Est-ce que vous pouvez prendre deux minutes, chacune, réfléchir pour vous qu'est-ce que c'est que la maturité? Parce que comme ça, ce sera peut-être plus facile d'ajuster nos visions. Alors, sachant que moi, je vous propose 3 types de maturité, mais si pour vous, vous les regroupez dans une seule, voilà, je vous propose de petites minutes d'introspecter et de me dire après ce qui est pour vous la maturité, ou les maturités. Bon. Oui, j'aimerais bien que vous me donniez votre façon de voir la maturité, comme ça ne peut qu'enrichir tout le monde. Super. Bon, on va le retrouver un peu plus loin. Affective, une idée d'interdépendance consciente et peut-être même génératrice dans le sens où va nous apporter les autres, va nous nourrir et cette interdépendance va être de plus en plus souple. Ça va nous autonomiser quelque part et on va pouvoir passer plusieurs jours sans avoir un câlin, sans avoir des compliments et ça va pas nous tuer. Ouais, on va le voir aussi. Très schématiquement, sans vouloir faire toute la théorie sur la maturité, je dirais que pour moi, c'est tenter l'aventure des péripéties entre, je vais appeler de manière un peu théorique, la structure et l'émergence. La structure, c'est ce qui m'est donné, ce qui est déjà là, même si c'est toujours en croissance. Et l'émergence, c'est ce qui n'est pas encore là, l'inconnu, l'imprévisible. Et c'est un peu dans cette oscillation que je pense voir. Merci. Entre le lien et la relation, finalement. Bon, Le lien et la relation entre ce que l'on a et ce qui est. Ouais, c'est juste que je. Moi, je dirais que c'est l'acquisition, c'est l'aboutissement d'une acquisition et d'un abandon, et d'un abandon. Je dirais l'acceptation de ce qui est, et peut-être d'avoir trouvé la paix intérieure, relationnelle, et par rapport à l'évolution du monde. Et puis quelque chose de le sentiment d'appartenir au tout, ouais, de l'univers, enfin la conscience planétaire ou universelle sur la maturité de conscience. Super, merci. Donc, Je trouve que sur la maturité de conscience, c'est pas évident de répondre à cette question parce qu'en fait, il y a tous les vies même avec potentiellement des stades émergents qu'on ne connaît pas encore. En tout cas, moi, il y en a un qui me parle et peut-être que ça correspond un peu à l'idée de jaune turquoise. C'est la conscience de l'illusion de la séparation. Peut-être que le mental essaye de se séparer, que cette séparation, quand bien même elle peut être fonctionnelle, opérative, elle reste à un endroit illusoire, à un endroit tout est un. Moi, j'ai une petite question là sur ton schéma. Mmh. Il n'y a pas amour, il Y n'y a a pas pas aimer, tu vois. Je
Je me demande s'il n'y a pas un autre truc là qui est exister, faire, penser, être. Il n'y a pas aimer. Il me semble que Eh ben, c'est vrai. aimer, il est à tous les stades. Ah bon? Ah oui. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot aimer? Oui, d'accord. Et bon, c'est en tout cas, on va voir après, avec les critères, peut-être que ça sera plus parlant. Oui, parce qu'on pourrait aussi dire, comme question, qu'est-ce que pour vous la maturité, on pourrait dire qu'est-ce que c'est pour vous aimer. Ça marcherait aussi. Bien sûr. C'est pour ça que ça va donner le sens en fonction de là où tu es par rapport à cette question. Et ça, il n'y a pas une réponse pour tout le monde pareil. C'est bon? Et tout le monde a exprimé ce qu'il voulait. Bon, alors je vais vous donner bien sûr que mon développement, c'est pas, c'est, vous avez vu, il y a des visions totalement différentes. Je vais vous apporter juste ce que moi, en tout cas, j'entends par maturité et par vision. Donc, on a bien compris qu'il y avait 4 visions en fonction des groupes. Hein. On parle du violet, du bleu, du vert et du turquoise. Donc, avant d'arriver à ça, donc la maturité, il y a 4 types de maturité affective qui sont observables. Bon, je vous ai mis des petites photos drôles, là. Vous ne devez pas les voir. Ah, pardon. Pardon. Ça, c'est pour ceux qui ont de la maturité de dépendance, que ce soit au niveau relationnel ou du travail. Et donc, une fois l'humour passé, c'est de dire que ces 4 maturités vont s'élaborer dans ces étapes de l'autonomie et qu'on va avoir donc une maturité sur un continuum qui va se développer et qui va passer donc de la dépendance. Une dépendance, ça veut dire que sans l'autre, je ne suis pas capable d'exister. C'est pour ça que laisse-moi rentrer chez moi du boss. Une maturité de contre-dépendance, d'indépendance et de la véritable autonomie qui est l'interdépendance. Donc, ces différentes étapes nous informent au niveau de la maturité sur les dynamiques de lien. Hein. Si je suis sécure dans le lien, je ne serai pas dans la dépendance. Si j'ai peur que l'autre me quitte, que l'autre m'abandonne, eh ben, ça donne juste une information que je ne suis pas sécure dans le lien. Donc plus je vais élaborer de maturité, ça va dans le sens de ce que tu disais par rapport à ton interdépendance, ben plus je vais pouvoir l'élaborer, plus je vais être tranquille dans ma relation à l'autre. Sinon, je vais être dans des tensions, à la contre-dépendance, sans rien. Ce qu'on parlait sur ton histoire de cet homme qui maltraite son enfant, ben ça c'est une dynamique purement contre-dépendante. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une peur derrière, et comme il ne peut pas gérer sa peur, ben il va devenir violent, il va être possessif, enfin, il va vouloir appliquer sa règle et avoir du pouvoir. Donc ça informe de la dynamique de lien, mais ça précise donc le niveau de sécurité ou d'insécurité des individus. Et donc c'est à partir de là qu'on peut en déduire ou faire des hypothèses, mais ça il faut l'interroger bien sûr, du sens des valeurs et des mots que les personnes emploient. Alors, je vais donner par rapport à la liberté, hein, mais on peut le prendre par rapport à l'égalité. Quelqu'un qui est dans la dépendance, c'est quoi être égaux pour quelqu'un qui est dans la dépendance, quelqu'un qui est dans un système violé? Quand il dit on est tous égaux. Hein? On est de fait égaux, mais dans le système. Tout ce qui est à l'extérieur n'est pas. Voilà. Et on ne fait pas une différenciation. On va retrouver ça. Pour un système contre-dépendant, égaux, quelqu'un qui est dans le pouvoir, égaux, ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire qu'ils sont tous égaux
mais moi je suis au-dessus. Hein, donc quand il parle d'égalité, il parle des autres, mais pas de lui. Hein, dans l'indépendance, égaux, bah, c'est si je fais la même chose que l'autre, que je peux avoir quelque chose qui me motive. Donc là, je suis son égal. Voilà. En interdépendance, bah, tout le monde est égaux dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'on soit grand, petit, blanc, noir ou jaune, on est tous égaux. Hein, donc, quand on emploie des mots, selon le stade de maturité affective, on n'en a pas la même représentation. On pourrait faire ça avec la fraternité ou d'autres valeurs si vous avez envie. Hop, pardon. Et là, donc, ça exprime, donc ça donne l'information des biais cognitifs, si la personne est autocentrée, si la personne est égocentrée ou si elle est dans l'altérité. Pour les maturités de pensée, donc, bon, j'ai mis comment s'élabore la pensée, mais c'est pas ça qui est tellement important hein, pour atteindre un objectif. On voit que la maturité de pensée, elle s'évalue, pareil que la maturité affective, sur un continuum qui va d'une pensée morcelée, c'est-à-dire au départ, on n'arrive pas à organiser nos pensées. Hein, quand on est agité, qu'on n'arrive pas à avoir une idée claire, on est quand même dans cette étape de pensée morcelée, quand on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Et donc, j'ai pris ce schéma, je ne sais pas si vous le voyez, non, vous ne le voyez pas. En fait, il faut faire des liens en permanence, de savoir la chaussure, ça va avec le pied, les lunettes, ça va avec le nez, voilà, etc. Donc, c'est ce qu'on apprend aux enfants, à faire des liens, parce qu'ils ont la pensée morcelée. Puis, elle évolue et on va passer par une pensée clivée. Hein, une pensée clivée, c'est ce qu'on apprend aussi quand on est petit, c'est-à-dire il y a le bien, il y a le mal, il y a le noir, il y a le blanc, mais les deux ensemble, on n'a pas cette vision-là. Donc, voilà, c'est vrai ou c'est faux. Hein, et quand c'est ni l'un ni l'autre, on a des difficultés. Ce qui fait que ça va pousser au niveau de la pensée à élaborer, et on va passer dans une pensée qui va être ambivalente. C'est-à-dire à la fois, il y a du bien, il y a du mal, il y a du vrai, il y a du faux. Et ça, c'est la partie qu'on aime le moins en principe, même si on sait que c'est important. C'est celle qui nous oblige à faire des choix. Et quand on est face à des choix, on n'arrête pas d'être dans une ambivalence, je veux ça et je veux pas ça. Voilà. Et pour ensuite élaborer ça vers une pensée systémique, c'est-à-dire que je vois que c'est dans la relation à l'autre que ma pensée évolue, et en permanence. Et si j'ai la chance, ben je vais arriver à... Voilà, c'est ça, je fais des liens entre tout, hein, tout est en résonance avec moi, mais à fur et à mesure. Et si j'ai la chance, je vais arriver à une pensée systémique et complexe, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir à la fois des liens et à la fois des résultats ou des conséquences de tous ces échanges d'informations. Ça va jusque-là? Donc maintenant, pour parler de maturité de conscience, on va faire un peu la même chose. On va dire qu'elle s'évalue sur un continuum, pareil, qui dépend à la fois de la maturité affective et à la fois de la maturité de pensée. C'est-à-dire que comme on n'a pas les mêmes maturités qui évoluent en même temps, ben notre maturité de conscience, elle va être aussi proportionnelle au stade de développement de nos maturités. Si je suis dépendant avec une pensée, je ne sais pas, au moins systémique, hein, ce qu'on voit par exemple chez des personnes, au travail, ils ont une pensée systémique vachement bien, ils rentrent chez eux et il faut que le mari ou la femme fasse tout à la maison. Donc, et puis ils s'extraient complètement de la relation. Hein, donc ça, la maturité de conscience, déjà on voit qu'il n'y a pas la conscience de l'autre, enfin, il me semble. Hein, donc la maturité de conscience, c'est qu'on s'évalue en fonction des différents secteurs de la vie et comment la personne organise le mieux possible dans les différents niveaux. Et donc, par rapport à ce que tu disais, Jacques, non, c'est toi, je pense, ou Jacques, je sais plus, qui disait, ben, la maturité de conscience, c'est en fonction de si j'arrive à concevoir les conséquences de mes actes, de mes paroles sur l'autre, ou les conséquences sur l'environnement. Donc ça, c'est une maturité de conscience en évaluation, et comme il y a 3 types de conscience,
me semble, en tout cas c'est comme ça que il y a la conscience immédiate, c'est-à-dire je me prends une claque, je suis conscient que je me suis pris la claque, hein, c'est immédiat. Là, je suis conscient dans l'immédiateté et puis ça va partir. Il y a la conscience au moyen terme, et donc là, c'est celle qui va m'obliger en tout cas à me questionner sur les choix que je vais faire, les projections que je vais faire sur l'inconnu par exemple. Et enfin, il y a les choix à long terme, la conscience à long terme, qui va nous demander, bien sûr, alors là, de se creuser encore plus la tête parce qu'il y a tellement d'informations et on a tous, plus ou moins, je dirais, de capacité à gérer un certain nombre de formations. Donc on a la conscience de certaines choses et pas d'autres. Elles ne sont. Celui qui a une conscience écologique très développée n'a pas forcément une conscience très développée au niveau relationnel ou n'a pas forcément une conscience très développée au niveau politique. Enfin, voilà, même s'il y a des choses qui vont se regrouper. Et moi, j'en ai pas beaucoup de conscience. Et je suis conscient que je n'ai pas de conscience. Je suis pas conscient. Voilà. Alors maintenant, je vais vous donner juste les critères pour les identifier. Donc, ces différentes visions. Hein, donc, la vision clanique. Alors, voilà. Donc, la vision clanique, à quoi on la reconnaît? C'est plutôt une structure communautaire. Hein. On avait dit que c'était le système violet. La relation est symbiotique dans un système clanique ou dans une vision de la relation. Il y a une absence de reconnaissance de la singularité. On a parlé tout à l'heure de l'égalité dans un système violet. Il n'y a pas de reconnaissance de la singularité des autres. Il y a la prévalence du groupe sur l'individu. Il y a la pensée morcelée ou clivée, bon ça on l'a vu. Les actions sont plutôt impulsives et reproduites par mimétisme. C'est-à-dire que on ne va pas forcément les réfléchir, on va juste, parce qu'on a vu comment ça fonctionnait, on va les répéter. Les remises en question sont absentes, hein, c'est toujours celui qui est à la tête qui a la responsabilité. La référence est ou unique, c'est-à-dire j'ai vu comment ça se faisait, donc c'est ça la vérité, ou intuitive, ben, je me dis ça devrait passer comme ça. Il y a une carence de connaissances externes au groupe, c'est-à-dire on reste avec les connaissances que l'on connaît dans le groupe de référence. Il y a des positionnements clivants hein, entre avec ou sans, dans un système clanique où on est dans le clan, où on est à l'extérieur. Les allers-retours ne peuvent pas se faire. Et ensuite, la dynamique, lorsque l'angoisse est forte, c'est une dynamique d'exclusion. Si on ne se conforme pas au groupe, ben on est exclu. D'où cette problématique d'abandon et de rejet qui est, je dirais, dans nos tripes, qu'on en veuille ou pas. Et puis, il y a une grande dépendance à la vision du groupe. Si le groupe a dit, alors il n'y a pas possibilité de le remettre en question. Ce qui nous anime ce qui nous amène à une absence d'autonomie dans ces groupes-là. Il y a la prévalence de la culpabilité. Dans ces groupes-là, les personnes qui sont dans un domaine affectif vont vivre tout dans la culpabilité. S'ils ne sont pas bien fait les choses, ils vont vivre qu'ils disent ou qu'ils ne disent pas, ils sont en permanence dans la culpabilité de ne pas avoir bien fait, de ne pas avoir fait comme le groupe voulait, etc. Parce qu'il y a une absence de responsabilité. Ils ne sont pas encore au stade de pouvoir prendre la responsabilité de leurs pensées, de leurs actions. Non, la culpabilité, tous les petits-enfants là, qui voient par exemple leur mère dépressive ou leur père alcoolique, ils vont avoir la culpabilité de ne pas pouvoir les aider à sortir. Ils pensent que c'est eux qui ne sont pas bons. Voilà, c'est pas la même culpabilité de se réfléchir. J'ai bien fait, j'ai pas bien fait. C'est une culpabilité plutôt instinctuelle. Penser que si moi, dans ma mission, alors un petit bébé, comment il va sauver son père ou sa mère, mais il va culpabiliser. C'est la toute-puissance de sa vision, et qui a une vision de toute façon clanique. C'est-à-dire la chose la plus importante pour qu'il survive, c'est sa famille. Sinon, il va mourir. Je suis clair dans ce que je dis? Moi, je comprends. Pas clair. Si je comprends, mais c'est non,
Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite peut-être, parce que je sais pas le temps que je me reste. Les réflexions dans ces... Ah, vous pouvez vous rapprocher, c'est ça. Je vais parler plus fort. Les réflexions sont innocentes ou par ignorance, et les visions spirituelles, donc on va retrouver, c'est en ça qu'on va voir qu'il y a des différences, c'est plutôt animiste, c'est-à-dire qu'on va plutôt être dans l'instinct et percevoir des choses que petit à petit, avec notre évolution, on ne percevra plus pareil ou différemment. Bien sûr, bien sûr. Mais, bon, c'est pas le lieu, je t'en parlerai après, mais chaque peuple a ce qu'on appelle un driver d'adaptation. Et le driver d'adaptation qui donne l'information pour le Japon, c'est un driver soit fort, c'est-à-dire de se couper de ses émotions pour être à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ont une philosophie vachement intéressante, ouverte sur de l'au-delà, mais à l'intérieur, en tant qu'individu, ils sont du collectif, où ils vont être plutôt de la contre-dépendance à certains niveaux. Ce qui n'empêche pas qu'ils ont une pensée vachement développée. Mais ils vont se couper de leur ressenti, ce qui va être un point faible enfin, il me semble, hein, je ne connais pas suffisamment le Japon, mais c'est ce que j'ai appris. Donc, c'est pour ça que je pense que le Japon, il a une culture extraordinaire au niveau de son imaginaire et de sa connaissance spirituelle, en tout cas de certaines voies spirituelles, comme on a vu en Inde, ou enfin au Moyen-Orient, ils ont travaillé plus ce genre de connexion où il y a plus de clanique qu'en Occident. C'est bon? Passe. Maintenant, si on revient à une vision aristocratique ou pyramidale, ce qu'on va voir, c'est que on va pouvoir observer que dans un système pyramidal, bien sûr, la structure est très hiérarchisée. Hein, on n'a pas de... Tout le monde a sa place et c'est bien noté la place. Donc on valorise la place, elle est identifiée, mais elle est définie, attribuée et reconnue. Hein, on n'a pas de... Il n'y a pas de deux personnes qui ont la même fonction. Je ne parle pas des employés, hein, je parle au niveau du système pyramidal. La vision, c'est que si tu es le spécialiste de recoudre les pantalons, ben tu es le spécialiste. Il y en aura un autre qui sera spécialiste d'autre chose. On va mettre des étiquettes et après, bien sûr, on va le multiplier. La responsabilité est descendante, hein, donc ça déresponsabilise de plus en plus les étages, mais ça n'empêche pas qu'on va leur demander d'être responsables des choses qui ne peuvent pas être responsables. La difficulté à prendre leurs responsabilités est visible dans ce genre de système. La liberté d'action est très limitée, hein, parce que si j'agis, il faut que je puisse assumer les critiques, et ça c'est très souvent très difficile. C'est pour ça que des personnes, par exemple, qui sont autonomes dans des systèmes pyramidales, ben, ils n'arrivent plus à vivre dans ça, et la seule chose qu'ils veulent, c'est de partir. Après, des fois, ils ont des peurs qui les en empêchent, mais ils sont dans une grande souffrance de vouloir avoir suffisamment d'autonomie et de ne pas pouvoir l'appliquer. L'obéissance à l'autorité et la loi, surtout par la peur. On n'obéit pas à la hiérarchie parce qu'on le respecte, mais parce qu'on en a peur. Alors on peut respecter par peur. Hein. Moi, si je devais rencontrer Poutine, je vous assure que je le respecterais par peur. Voilà. Il y a une recherche de pouvoir à tous les niveaux. À tous les niveaux, chacun va avoir du pouvoir sur celui qui est au-dessous. Et l'obligation prévaut sur les droits. Dans ce système-là, les droits sont pas tellement... Ils sont nommés, mais il n'y en a pas vraiment de droits. Donc, il y a peu ou pas de remise en question dans ces systèmes-là.
si vous avez travaillé dans des systèmes qui sont pyramidales, remettre en question la façon dont ils travaillent, c'est un peu difficile. Pas parce qu'ils sont plus méchants que les autres, hein, c'est parce qu'il y a une dynamique de rétention et de remise en question qui est difficile. Je ne cache pas que des fois, il y aurait des plans de réorganisation seront de la même Voilà, grand changement. c'est ça, parce qu'il va y avoir une dynamique passive pour éviter le changement, et finalement, on va juste l'ajuster en théorie. Voilà. Et donc, dans ce système-là, il y a une dynamique de soumission à l'autorité. Et souvent, il y a la présence d'un bouc émissaire. Parce que comme on ne peut pas régler le problème, il faut choisir un mauvais objet, comme on dit en psychanalyse, pour pouvoir déverser ce qu'on ne va pas chercher à résoudre. Et on l'a aussi dans les familles. Hein. Il y a un enfant qui va devenir le bouc émissaire. Plus fort, pardon. J'oublie, genre. C'est dans les familles aussi, on a les enfants boucs émissaires, c'est-à-dire qu'ils vont devenir le symptôme de la famille. Ils vont les emmener même en thérapie. Dès que l'enfant va mieux, comme tout le système commence à branler, il le retire et préfère que l'enfant qui joue son rôle de symptôme, parce que comme ça, tout le monde peut se calmer. Et enfin, la spiritualité est soumise à des dogmes. Dans ces systèmes-là, la vérité, c'est ça, et le reste, il faut même pas en tenir compte. C'est ce qui amène au fanatisme. Hein, si aujourd'hui on a quand même du fanatisme dans pas mal de domaines, c'est bien qu'il y a des systèmes pyramidales qui sont plus actifs qu'avant. C'est bon, là je peux. Ouais. Toi aussi, tu trouves que je suis trop long. Merci. Merci, merci. Bon, je vais pleurer là maintenant. Vous allez voir ça. Bon, si je reviens pour aller un peu plus vite donc, au système démocratique. Donc, on voit que dans un système démocratique, la structure est ouverte sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut accueillir des différences. L'importance de l'égalité se mesure, mais avec une différence, c'est qu'elle est prônée, mais pas souvent appliquée. La dynamique de coopération se passe uniquement sur les projets, c'est-à-dire ce qu'on peut réaliser ensemble, mais pas une coopération sur des choses qui pourraient aider l'ensemble. Il y a une prévalence des droits sur les devoirs, hein, c'est ce qui est arrivé en 68, où il était interdit d'interdire. On est passé d'un système où tout était interdit à un système où on n'avait que des droits, ce qui amène probablement à la crise que l'on vit aujourd'hui. Il y a une dynamique de compétition, vous l'avez compris. Il y a des besoins de remise en question. À ce stade-là, il y a quand même en permanence un besoin de se remettre en question pour savoir comment on peut faire mieux. Puisque dans la compétition, il faut toujours faire mieux. Donc c'est un des points forts, je dirais, de cette dynamique-là. Il y a un besoin de se dépasser et de dépasser ses limites. On n'a jamais eu auparavant, je crois, des sports à haut risque comme on en a actuellement. Il y a la spiritualité est plutôt une vision laïque, c'est-à-dire que une spiritualité sans Dieu ou comme on veut, c'est-à-dire que tout est à peu près pareil, mais l'esprit de cette spiritualité est plutôt scientifique et souvent scientiste, c'est-à-dire que on remplace un Dieu qui était la vérité par une science qui devient la vérité. Comment ? Et voilà, donc à ce niveau-là, c'est l'égalité qui est cherchée, mais je trouve que ce schéma-là nous montre bien que l'égalité, certains sont plus égaux que d'autres pour voir l'histoire. En vert, par contre, moi, je fais une différence, un contraste avec, pas toujours, ça dépend des gens, mais cette
l'ouverture à Pachamama, ce genre de trucs, une caricature, mais il y a quand même un rapport différent, un mouvement matérialiste, moins laïque en vrai. Oui, il y a plus de gens qui commencent à se diriger vers l'étape suivante, ça c'est vrai, mais celui qui reste uniquement dans l'orange, s'il va faire de la spiritualité, c'est en touriste, c'est-à-dire il va essayer des tas de méthodes spirituelles pour voir ce qu'il peut en faire et qu'est-ce qu'il peut en faire. Et donc il ne va pas avoir une vision forcément d'une spiritualité qui ouvre, comme par exemple tu décrivais tout à l'heure, sur quelque chose de plus grand. Alors on l'appelle comme on veut, hein, ça c'est pour ça qu'il me semble que la spiritualité, on peut dire écologique, qu'il y a dans le verre, est bien sûr un début d'ouverture à autre chose qu'un nombrilisme. Et en ça, je te rejoins. Gratification à court terme dans l'orange. Vous voyez, regardez, j'ai des photos. Voilà. J'étais chez le gourou Intel, j'étais fait. Bon, c'est le. Il me semble que le verre a une spiritualité plus spinoziste, si je reprends le terme, c'est-à-dire qu'il va s'ouvrir à la nature et donner du sens à la nature. Mais bon, c'est pour ça que c'est ça. Alors que la spiritualité, c'est s'ouvrir à plus grand. Ah, mais tout est nécessaire. C'est pour ça que c'est pas de dire c'est mieux ou pas mieux, c'est de dire qu'en fonction de la maturité, on va être plus dans cette dynamique-là que dans une autre. Parce que si on veut dire que l'autre est mieux, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans le rouge. Hein. C'est ça, c'est ce que moi je pense, et l'autre, il a tort. Mais si j'accepte que chacun a son niveau de maturité, c'est l'heure. Oh là, oh là là. Bon, allez, voilà. Oh, j'ai presque fini alors. Donc, si on revient vers l'interdépendance, donc le système holocratique ou sociocratique, on voit que la structure est ouverte et autonome, c'est-à-dire qu'on peut tout accueillir. L'équité prévaut sur l'égalité, l'autonomie sur l'indépendance, c'est-à-dire qu'être indépendant, c'est pas être autonome. L'individuation prévaut sur l'individualisme, c'est-à-dire être qui je suis plutôt que m'affirmer avec des fois un ego démesuré. La coopération et l'entraide prévalent sur la compétition. Il y a une reconnaissance et une valorisation des compétences diverses, des diverses intelligences. C'est-à-dire qu'on va reconnaître l'autre pour l'intelligence qu'il met en pratique et non pas pour l'intelligence de sa pensée ou l'intelligence de son cœur ou je ne sais quoi. Voilà, on recherche une réussite de l'ensemble du système sur celle de l'individu. Donc ça ressemble un petit peu à violer ou à... Mais ce n'est plus du violet, c'est du... donc du speed... L'autre c'était le truc blue et là c'est... Je ne sais plus comment en anglais. Voilà, donc il y a une recherche de solutions collectives. Donc pourquoi l'intelligence collective nous amène à être plutôt dans le jaune pour aller vers le turquoise. Il me semble que c'est un des critères. La vision est intégrative et la spiritualité postule un tout reliant avec des colorations différentes. Ce qui fait que l'équité est ce qui permet de regrouper tout ça. Et donc, pour résumer, donc vite fait, le résumé des critères de maturité, si on accepte qu'un être humain, il a tout ça en lui, on va évaluer en fonction des pourcentages de violet, de bleu, d'orange, enfin, ce sont plus le pourcentage d'un niveau est élevé, plus on peut décrire que sa maturité est importante. Et donc c'est pour ça que selon la spirale dynamique, ça permet de concevoir
la maturité comme moteur du développement de notre conscience. C'est vraiment un moteur à prendre en compte. Et donc là, je vais vous donner un résumé et je m'en vais me cacher. Donc, pour, pour le beige, donc si on prenait un tableau pour les points importants, on voit que le beige et violet, il est plutôt dépendant, il a une pensée morcelée ou clivée, il est autocentré et confus, sa dynamique, c'est une dynamique de survie, et son système de groupe, c'est clanique, il a une position de vie moins plus. Si on va dans le rouge-bleu, on voit que ça correspond à la contre-dépendance, clivé binaire, autocentré avec un début d'égocentré, une dynamique de pouvoir et un système aristocratique ou pyramidal avec une vision de soi, soit plus-moins, soit moins-moins. Orange-vert, la même chose, indépendance, ambivalence systémique, égocentré, début d'altérité. La recherche, c'est une recherche de puissance, hein, on a bien dit la différence. Et le système est démocratique avec une position de vie plutôt plus-moins. Et enfin, jaune turquoise, l'interdépendance systémique et complexe. Et c'est là qu'on voit qu'on va regrouper tout. L'altérité et la synchronistique, c'est-à-dire qu'on voit bien comment les choses s'échangent entre nous et les autres, entre nous et la nature. On va avoir des synchronicités, si je peux dire. Voilà, donc ça va être la maturité de conscience. Le besoin, c'est un besoin de transcendance et le groupe, sociocratie. Donc, pour résumer, et j'aurais fini, la conscience, on peut dire qu'il y a une conscience autocentrée, c'est le monde que je rêve. Il y a une conscience égocentrée, c'est le monde que je veux. Et il y a une conscience qui est l'altérité, c'est le monde tel qu'il est. Et pour la pensée complexe, il faut qu'elle respecte trois choses dont on parle régulièrement, mais que je trouve que, bien sûr, Edgar Morin étant le pape de la complexité, il nous donne les trois clés nécessaires. Dès qu'il y a un principe dialogique, c'est-à-dire que tout est complémentaire et fécond, ce qui oblige à sortir du clivage. Et il nous dit qu'il y a un principe de récursion, c'est-à-dire que tout est systémique et en résonance. Et enfin, il nous dit qu'il y a un principe hologrammatique, tout est dans tout, comme la particule est dans le tout et le tout est dans la particule. Voilà, désolé d'avoir dépassé mon temps, mais... Ah, pardon. Altérité. Comme on le voit pas. Ah. On n'a pas la hétéros. Ah non, c'est pas ça. Ah oui, c'est l'autre, il faut que je lève. Voilà. Hologrammatique. Voilà. En échange avec les gens formés par Bonbeck. C'est Julien qui en a parlé quand j'avais été travailler avec Merci. c'était en Allemagne, par une française, qui aurait dû être là.